Bonjour à tous, donc je vais vous proposer une mise à jour de cet item sur la tumeur de la prostate et sur les points clés à retenir sur l'épidémiologie du cancer de la prostate. Alors en 10 minutes, c'est un peu un challenge. Ces éléments-là sont très importants et vous voyez qu'il y a à la fois des items qui sont dans les rangs A, des items dans les rangs B. Alors, en ce qui concerne l'histoire naturelle, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui a une évolution très particulière, avec un facteur clé qui est l'agressivité du cancer, ce qu'on appelait avant le score de Gleason, ce que, à mon avis, vous pouvez retenir uniquement maintenant sous la classification internationale ISUP, les cancers allant d'un ISUP 1, qui correspond au Gleason 6 d'avant, jusqu'à un ISUP 5, qui correspond au Gleason 10. Et ce que permet de vous montrer ce tableau, que je vous donne à titre indicatif, mais qui est un peu la référence source qui a permis, entre autres, de comprendre cela, c'est le rôle à la fois de l'individu, donc là, vous voyez l'âge des patients, et le rôle de l'agressivité de la tumeur. Vous voyez ici les scores de Gleason. Et ce que vous voyez, c'est le suivi de ces patients-là qui, dans cette étude-là, n'avaient jamais été traités. Ce que vous voyez, c'est que chez des gens très jeunes avec un score ISUP 5, c'est-à-dire les scores de Gleason 9 à 10, eh bien, on va avoir, même chez des patients chez lesquels on fait le diagnostic tardivement, un grand nombre de patients qui vont mourir du cancer de la prostate. C'est ce que vous montre la courbe gris foncé. La courbe gris clair, c'est la mortalité générale. Alors évidemment, quand vous parlez de patients qui ont 70-75 ans, que vous regardez à 20 ans leur évolution, c'est un peu ce que je vous ai expliqué dans la situation clinique, eh bien, vous voyez que, évidemment, quasiment tous les patients seront morts à 20 ans, mais on a quand même, sur des tumeurs agressives, la moitié des patients pour lesquels la cause du cancer, la cause du décès, pardon, sera le cancer de la prostate. À l'inverse, si on a des cancers très bien différenciés, alors aujourd'hui, on n'a plus de classification de score de Gleason 2, 4, 5, 6, on n'a vraiment que du grade ISUP 1, eh bien vous voyez que la plupart des patients, même s'ils sont avec un diagnostic très jeune, là on avait des patients qui avaient 55 ans, eh bien la plupart des patients vont mourir d'une autre cause que le cancer de la prostate. Ce cancer de la prostate, peut-être qu'il ne va jamais leur donner de symptômes. Malgré tout, vous devinez ici en gris foncé qu'il y a un petit pourcentage des patients, probablement aux alentours de 20%, qui risquent de mourir du cancer de la prostate. Et donc, tout l'enjeu du diagnostic du cancer de la prostate, c'est d'arriver à faire la part des choses, deviner les patients chez lesquels il y aura un risque évolutif. Et donc, le facteur numéro un, c'est ce fameux score de Gleason, ce fameux grade ISUP, dont je vous parlerai dans une autre partie de façon un tout petit peu plus détaillée. Mais retenez cet élément-là. Le cancer de la prostate, ça dépend vraiment du grade ISUP. Un patient jeune qu'on diagnostique avec un grade ISUP 1, il a peu de risque de mourir du cancer de la prostate. Un patient jeune qu'on diagnostique avec un grade ISUP 5, il a quasiment 100% de risque de mourir du cancer de la prostate. Donc évidemment qu'il faut proposer un diagnostic précoce à ces patients-là. Alors, l'enjeu, c'est d'arriver à deviner un petit peu l'état de santé futur du patient. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement quelque chose qui fait entrer en jeu le médecin comme un acteur principal. Vous allez devoir deviner plutôt que l'espérance de vie, ce qu'on appelle la probabilité de survie. Vous savez que l'espérance de vie chez un homme quand il naît en 2016, c'est environ 80 ans. L'espérance de vie à 65 ans en 2016, on notait qu'elle était de 19,3 ans, c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent vivre jusqu'à 84 ans. Attention, entre un patient qui a ce qu'on appelle un vieillissement réussi, qui fait de la danse de salon, et un patient qui est déjà avec plusieurs comorbidités, évidemment, on ne va pas avoir la même attitude. Donc, c'est là que le rôle du médecin traitant, du médecin généraliste, qui connaît par cœur le patient, va être hyper important. Il est évident qu'on peut se poser la question, chez quelqu'un qui a un vieillissement réussi, même de 75 ans, de l'intérêt de poursuivre une démarche de diagnostic précoce du cancer de la prostate, de détection précoce du cancer de la prostate, à partir du moment où il a une probabilité de survie de plus de 10 ans.
à l'inverse, même chez quelqu'un de jeune, quelqu'un de 50 ans qui a eu plusieurs pontages, qui a un cancer de la prostate, du poumon, pardon, métastatique évolutif, bah, il est évident que chez ce patient-là, il ne faut pas lui imposer une détection précoce du cancer de la prostate. Ça n'aurait absolument aucun sens. Donc, vous voyez l'importance que vous aurez, si vous êtes un jour un médecin traitant de ces patients, d'arriver à bien déterminer le facteur de cause, le facteur lié au patient. Donc, ce que vous résume ce schéma-là, c'est cette histoire naturelle extrêmement longue et qui est la plupart du temps asymptomatique chez les patients. Ça, c'est un autre élément qui est très important. Quelqu'un qui va avoir un cancer de la vessie risque de développer des symptômes, des saignements. Cancer du rein, c'est pareil. Cancer de la prostate, tous les patients que je vois quasiment avec un cancer de la prostate, justement, qu'on va traiter, vous disent, mais j'ai pas de symptômes. Ou alors, quand ils ont des symptômes, ils les attribuent à tort à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et on verra dans un autre cours le fait que, en fait, les symptômes sont le plus souvent liés à autre chose qu'un cancer de la prostate. Donc, il y a une phase asymptomatique du cancer qui est extrêmement longue, qui peut durer peut-être 10, 15, 20 ans. Quand le patient devient symptomatique de son cancer de la prostate, il y a deux possibilités. Soit c'est que la tumeur est localement évoluée, c'est assez exceptionnel qu'on ait des troubles fonctionnels urinaires liés à un cancer de la prostate, c'est possible, mais c'est exceptionnel. En général, le diagnostic, il est très très vite fait par le médecin traitant. Au toucher rectal, on retrouve une prostate tumorale. Là, il est impossible de se tromper. On fait le diagnostic clinique très facilement. L'hypothèse la plus probable, c'est plutôt qu'on va retrouver des patients avec une tumeur métastatique. Et c'est principalement ça. Souvent, moi, ce que je dis aux patients, c'est que les premiers symptômes du cancer de la prostate, c'est en général les symptômes des métastases. Et évidemment, à ce moment-là, eh bien, on a dépassé la fenêtre de curabilité du cancer. Finalement, la fenêtre de curabilité et le côté asymptomatique sont, je ne vais pas dire synonymes, mais il est certain que dès que vous avez des symptômes d'un cancer de la prostate vraiment liés au cancer de la prostate, la probabilité de vous guérir est relativement faible. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important à expliquer aux patients. On va passer à ce moment-là, quand on a des patients qui sont métastatiques ou avec une forme localement avancée, d'une logique curative à une logique plutôt de ralentissement de l'évolution de la maladie. Alors, si on regarde les choses épidémiologiques, alors là, je vous ai donné les éléments les plus récents qui viennent d'être publiés en 2022 et qui seront dans le prochain livre du collège. Les ordres de grandeur sont les mêmes. Les chiffres ont un petit peu changé. Le cancer de la prostate, c'est le plus fréquent chez l'homme, 50 400 nouveaux cas en 2018. Les données d'avant sur le livre du collège qui est actuellement imprimé, eh bien, ce sont les données de 2011. L'âge moyen au diagnostic, il est un petit peu réduit. On avait 70 ans avant, maintenant c'est 68 ans. Et puis, l'âge de mortalité du cancer de la prostate, c'est 83 ans. Donc, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui tue les patients relativement âgés et ce, au bout d'un temps relativement long. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats autour du sujet. Faut-il vraiment traiter le cancer de la prostate? En tout cas, ça reste quand même un cancer qui tue les gens, puisque c'est le troisième cancer en cause de mortalité, le cinquième tous sexes confondus. C'est un cancer qui évolue lentement. La survie à 10 ans, elle est de 80%. À la fois, on le verra tout à l'heure, parce que les gens sont parfois guéris par les traitements du cancer de la prostate, mais aussi parce qu'il y a cette lenteur d'évolution du cancer de la prostate qui explique cette évolution très très lente. Donc en fait, il y a trois explications pour expliquer cette baisse de la mortalité du cancer de la prostate qu'on a enregistrée ces dernières années. Il y a une amélioration de la survie au stade métastatique. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas au programme de l'ECN, mais il faut savoir que les traitements au stade métastatique ont évolué avec des hormonothérapies de première, de deuxième génération, des nouveaux traitements, une efficacité relative de la chimiothérapie qui permettent de prolonger l'évolution des patients, même quand on les diagnostique au stade métastatique. Il y a eu une meilleure prise en charge au stade localisé, plus efficace, et on voit très bien la différence entre certains pays avec un système de santé qui permet de prendre en charge ces patients et d'autres pays où on ne fait pas le diagnostic et on voit qu'il y a beaucoup plus de formes agressives métastatiques et donc des patients qui meurent du cancer de la prostate. Puis il y a probablement également eu
un surdiagnostic, on en parlera quand on parlera de la surveillance active, qui a conduit à un certain biais d'analyse lié à des formes peu agressives diagnostiquées, donc une impression d'augmentation de la survie qui était liée au fait qu'on a diagnostiqué plus de cancers. C'est peut-être un biais qu'on peut rapporter dans cette et qui est un biais épidémiologique. Pour finir sur les facteurs de risque, les choses n'ont que peu changé. Il y a le facteur de risque principal, c'est l'âge, et c'est à partir de 50 ans qu'il faut démarrer, si on en est convaincu, le diagnostic individuel précoce du cancer de la prostate. On ne parle pas de dépistage. Je ferai un élément spécifique sur ce sujet, la différence entre un dispositif de dépistage et une détection précoce du cancer de la prostate. Mais en tout cas, c'est à partir de 50 ans que ça a du sens de se poser la question. On va le voir tout à l'heure, dans les facteurs génétiques, on peut se poser la question parfois un petit peu plus tôt. Si on a effectivement, et le cancer de la prostate, c'est probablement un des facteurs où l'hérédité est très importante, si on a de nombreux antécédents de cancer dans la famille du patient, eh bien, on va pouvoir se poser la question de faire le diagnostic un peu plus précocement. Alors, il y a une chose qui est relativement difficile à bien comprendre, mais qui est importante, c'est que la vraie prédisposition génétique, quasiment le fait d'avoir des mutations qui vont prédisposer les patients à faire un cancer de la prostate, comme on peut le trouver chez certaines femmes avec le cancer de l'ovaire, le cancer du sein, c'est exceptionnel. C'est 5% des patients. On va, dans ces cas-là, parler de forme héréditaire. Et vous voyez sur la droite les éléments qui évoquent une forme héréditaire de cancer de la prostate, on va dire vraie, et qui doivent inciter à une consultation d'oncogénétique. Donc, il y a des facteurs liés au patient. 4 de cancer de la prostate chez des apparentés de la même branche familiale de premier degré, le père, les fils, les frères, ou de deuxième degré. Mais par exemple, le fait d'avoir un patient qui fait une forme de cancer de la prostate très précoce, avant 50 ans, eh bien, ces enfants, on leur conseillera de faire de l'oncogénétique. Et puis, si dans la famille, on sait qu'il y a des cas de cancer du sein, des cas de cancer de l'ovaire, eh bien, on proposera aux patients des consultations d'oncogénétique. Donc ça, c'est un élément important quand on fait le diagnostic de cancer de la prostate, surtout si c'est des formes très précoces, bien penser aux intérêts de l'indication d'une consultation en oncogénétique. Et puis, le deuxième facteur qui a un petit peu changé, qui aujourd'hui est affirmé, c'est le facteur ethnique, même si il y a peut-être des facteurs confondants, comme des facteurs sociaux ou autres. On reconnaît aujourd'hui un risque augmenté, notamment en cas d'ascendants originaires d'Afrique noire aux États-Unis et en France, aux Antilles, pour les patients d'ascendance africaine. On verra qu'il y a peut-être un facteur confondant dans la suite de la présentation, mais en tout cas, c'est un élément important qu'il faut savoir. Par ailleurs, ces cancers seraient associés à une agressivité plus grande, encore que cela ne soit pas totalement démontré. Il y a des études épidémiologiques en cours pour essayer de l'affirmer. Alors pourquoi je parlais de facteurs confondants? Eh bien parce qu'il y a, depuis longtemps, on le suspecte des facteurs, des perturbateurs endocriniens, et on a un changement majeur qui a été fait en 2021, intégré dans nos recommandations de pratique depuis 2022, et donc dont vous devez connaître l'existence, qui est la reconnaissance d'une pollution environnementale à la chlordécone. La chlordécone, c'est un insecticide qui est utilisé aux Antilles pour le charançon de la banane, d'où la petite photo que je vous ai mise là, et qui est maintenant reconnue comme une maladie professionnelle depuis 2021. Donc, on peut avoir des cancers de la prostate reconnus comme des maladies professionnelles. Je ne rentre pas dans le détail, je ne pense pas que ça puisse vous être demandé pour le CN, mais en tout cas, c'est un changement majeur qui n'existait pas avant les dernières recommandations de l'Association française d'urologie. De la même façon, l'obésité et le syndrome métabolique, on disait avant, pas de reconnaissance. Aujourd'hui, le rôle il est plus discuté. On peut le retenir comme un facteur de risque de développer un cancer de la prostate. En revanche, il y a des choses qu'on a voulu mettre comme n'étant pas reconnues pour que pour vous, la chose soit claire. Le traitement androgénique, la castration, l'alcool ou la faible fréquence des rapports sexuels n'ont aucun rôle démontré aujourd'hui et donc ne peuvent pas être retenus comme des facteurs de risque du cancer de la prostate. Enfin, il y a cette demande spécifique dans le CN de dire vous devez savoir qu'il n'y a pas de chimioprévention du cancer de la prostate. Donc voilà, je vous le redis,
il n'y a pas de chimioprévention du cancer de la prostate. Il y a des traitements qui ont été proposés et ces traitements ont été démontrés comme n'ayant absolument aucun bénéfice. Donc, on peut considérer qu'il n'y a pas de chimioprévention du cancer de la prostate. On recommande les choses qu'on recommande pour tout cancer: réduire les habitudes toxiques, alcool, tabac, prise de psychotropes, l'activité physique régulière, l'alimentation diversifiée et équilibrée. Ça ne veut pas dire que la prise du tabac est un facteur de risque de cancer de la prostate, mais en tout cas, quand on nous demande qu'est-ce que je peux faire pour éviter de développer un cancer de la prostate, ben, on recommande cela puisqu'on n'a pas d'autres facteurs de risque démontrés. Je vous remercie de votre attention.